Après avoir présenté ces cas concrets d'intervention, justement, on va reprendre encore un petit peu de hauteur. On le sait, l'urgence climatique est là, la prise de conscience est réelle, les impacts du réchauffement climatique sont réels, on les sent concrètement sur nos territoires. Et ce n'est pas le seul défi à surmonter aujourd'hui, justement, pour les territoires. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Et pour en parler, merci d'accueillir Patricia Savin, avocate. Vous êtes présidente de l'association Auré. Ah, je ne voyais pas. Patricia Savin, je vous en prie, installez-vous. Je le rappelle, donc, Auré est une association multi-acteurs créée en 1992 qui fédère et anime depuis près de 30 ans un réseau d'acteurs engagés pour échanger et mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires. Donc ça rassemble et accompagne et outille un réseau de plus de 180 membres en tant d'entreprises, de collectivités, d'associations professionnelles et environnementales, d'organismes académiques et institutionnels. 3 priorités, biodiversité et économie, économie circulaire et également reporting RSE. À vos côtés, on va accueillir Monsieur Sébastien Maire. Bonjour monsieur, vous êtes délégué général France Ville Durable. Vous avez le droit d'accueillir nos orateurs quand même. Donc France Ville Durable, l'association des parties prenantes professionnelles publiques et privées de la ville durable et résiliente, collectivités locales, État, entreprises et experts ensemble pour l'accélération de la transition des villes et des territoires. Ensemble, c'est vraiment notre maître mot du jour. Et donc peut-être pour commencer ce débat, bon là aujourd'hui on le sait, hein, le constat est sans appel, Madame Savin. Voilà, aujourd'hui, il faut agir et il faut agir vite. Quels sont pour vous les défis à relever? Quelle est votre vision aujourd'hui? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, je suis déjà embêtée par le titre. Le titre, c'est « Impact du réchauffement climatique ». Or, il n'y a pas un défi qui serait celui du réchauffement climatique, mais il y a 3, même 4, même 5 défis après avoir entendu la table ronde précédente. Je crois que M. Maire ira même jusqu'à 9, mais on n'en parle pas tout de suite, je vous en prie. Quels sont les défis? Défis environnementaux à 3 niveaux. Réchauffement climatique, bien sûr. Érosion de la biodiversité. 6e extinction des espèces. La 5e, c'était celle des dinosaures. Épuisement des ressources naturelles. Donc ces 3 grands défis environnementaux sont à relever en même temps, en parallèle. Ça a été dit précédemment, en cassant les silos. C'est indispensable. Au-delà de ces défis environnementaux, il y a des défis humains. La crise de la Covid a bien mis en exergue qu'il y avait un besoin de liens sociaux, un besoin de liens humains, un besoin d'intergénérationnel. Et je pense que le territoire, les villes, les logements sont des lieux qui doivent être pensés, repensés à l'aune de cette nouvelle façon d'être dans la cité, mais pas que au niveau de son logement, également dans les bureaux. On voit bien que maintenant, la façon de travailler n'est plus du tout la même. Donc, il y a eu un avant, un après Covid. Il y a un avant, un après crise environnementale. Et puis, monsieur le préfet, je me suis rajouté un autre défi, qui est un défi qui est le droit. Alors, je suis avocate, donc je ne peux qu'aller dans votre sens. C'est faire avec le droit, ne pas se désespérer des incohérences juridiques, et innover. Il y a un pouvoir de dérogation du préfet qui, fort heureusement, permet d'aller parfois au-delà de certains freins. Donc voilà, 4 grands défis, 3 environnementaux, 1 social, et puis j'en ai rajouté un 5e, c'est le défi juridique. Merci beaucoup, Monsieur Maire. Alors vous, même question, mais je crois même que vous allez nous parler de donuts. Oui, je vais parler de donuts, mais ça marche aussi pour le Paris-Brest. Alors je ne sais pas, par exemple ici dans la salle, qui est familier ou familière de la donut économie, l'économie du donut? Il y en a quand même quelques-uns, ça progresse. Finalement, je vais aller exactement dans le même sens que Patricia, et puis ça va beaucoup résonner avec la table ronde précédente, et notamment un mot qu'a prononcé Monsieur le Préfet, qui est celui de l'objectif d'habitabilité. L'habitabilité, ça devient le vrai sujet, et petit à petit, les limites d'habitabilité de notre planète prennent le pas sur les objectifs de développement durable. Ça n'est pas la même façon de penser la gestion et le développement de nos territoires. Justement, cette question de développement, comme injonction absolue, est quand même la première cause de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'atteinte générale aux conditions d'habitabilité de la planète. Évidemment, le Sud a besoin de développement, mais le Nord, on va se développer jusqu'où? À partir du moment où, par exemple, on prend cet indicateur du jour du dépassement. Vous savez, le jour du dépassement, on consomme, chaque Français, 2 planètes et demie, etc., etc. On le sait,
mais on continue. Donc la notion même de développement durable pose problème par sa sémantique. Il y a un autre mot qui a été prononcé dans la table ronde précédente, c'était le mot d'équilibre. Voilà, ça c'est un mot extrêmement pertinent pour la planification territoriale, un équilibre entre les activités humaines et les impacts sur l'environnement et l'habitabilité et sur le prélèvement des ressources, comme vous l'avez très bien dit. Et donc ce donut, il considère, et on a nous par exemple 2 thèses CIFRE en cours pour essayer de créer des indicateurs pour un programme de ZAC, pour un PLU, pour un SCOT, pour une programmation pluriannuelle d'investissement de collectivités. Nos activités humaines, qu'elles soient publiques, privées, citoyennes, doivent être bien insérées entre 2 limites. Un plafond, le plafond environnemental avec ses limites d'habitabilité, dont la biodiversité, le grand cycle de l'eau, le climat, qui n'en est qu'une sur 9. Aujourd'hui, tout est fait sur le climat, mais si on fait que ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'embêter toute la société pour traiter qu'un des enjeux. Autant essayer de traiter tous les enjeux d'habitabilité en même temps. Mais les pollutions chimiques dans l'environnement, on découvre aujourd'hui ces polluants éternels à la fois dans le sang de nos enfants, mais aussi dans l'eau qu'on boit et dans l'environnement, qui étaient présentés à un moment comme des innovations de pointe de nos industries chimiques, etc., etc. Mais aussi l'artificialisation des sols, sujet important pour une journée comme aujourd'hui. C'est une limite d'habitabilité, car quand on artificialise, on casse les grands cycles bio, géochimiques, climatiques, qui sont indispensables à la vie d'Homo sapiens sur Terre, etc., etc. Et puis le plancher, c'est le plancher social, vous l'avez très bien dit, le plancher de la qualité de vie, le plancher de la santé, le plancher de la démocratie, le plancher de la citoyenneté, de l'éducation. Évidemment, les transformations nécessaires ne doivent pas être des motifs ou des prétextes pour faire marche arrière sur tous ces acquis qui ont été rendus possibles grâce aux énergies fossiles. Assumons-le. Maintenant, il faut sortir des énergies fossiles, mais il faut garder ces acquis. Alors, du coup, concrètement, comment on fait? Comment on agit? Quels sont les freins, en fait, à cette action? Il y a eu déjà un très bel exemple d'action, table ronde précédente. Je pense même qu'elle aurait dû intervenir après la nôtre en illustration des aspects théoriques qu'on évoque. Agir au niveau macro et puis au niveau plus local. Au niveau macro, c'est à l'échelle du territoire. Et à cet égard, il y a un concept qui n'est plus un concept, mais qui est méconnu, qui est l'écologie industrielle et territoriale. L'écologie industrielle et territoriale, c'est quoi? C'est le regroupement de 2 termes, écologie industrielle d'un côté, écologie territoriale de l'autre. L'écologie industrielle, pour faire simple, c'est les déchets des uns vont servir de ressources aux autres à l'échelle d'un écosystème industriel. Puis l'écologie territoriale, c'est faire en sorte que l'humain soit en symbiose avec son territoire. Et on a regroupé les deux. Ça s'appelle l'écologie industrielle et territoriale. Certains, quand on découvre ce terme, on se dit mais comment on peut accoler industrie et écologie? Mais justement, il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'à l'échelle d'un territoire, il y ait la vision de ce territoire comme un écosystème intelligent, où il n'y a pas d'un côté de l'industrie, de l'autre des commerces, et puis un peu de logement à droite à gauche, où tout est compartimenté, siloté, cassé, fracturé. L'enjeu de cette écologie industrielle et territoriale qui doit aller au-delà de ce qu'on a aujourd'hui en France. En France, c'est très axé industrie. Alors qu'on peut l'étendre et faire en sorte qu'il y ait un territoire, quand il doit être repensé de zéro, c'est super. Enfin, c'est super, pas au moment où il faut le repenser, mais c'est plus facile. Pour autant, il y a beaucoup de zones en France où on demande à repenser des espaces assez importants, 10, 15 hectares. Et on a, avec des friches militaires, avec des hôpitaux qui vont être transférés et aller ailleurs. Donc ces zones-là, plutôt que les vendre bêtement, je suis un peu direct, à des promoteurs qui vont nous faire des barres d'immeubles en disant comme ça, j'ai un retour sur investissement intéressant, ben non, il faut que les élus, avec l'aide du département, de la région, disent cette zone-là, j'ai un projet pour cette zone. Et ce projet, il est pour l'humain, au regard de l'audit territorial. Bon, on le voit, l'ensemble des professions bougent aussi. On verra cet après-midi justement avec les promoteurs, parce que forcément, on rassemble tout le monde aujourd'hui. Donc le promoteur qui arrive, qui fait juste un truc et qui s'en va, on en a de moins en moins, heureusement, mais il en existe encore. Mais c'est là où les élus peuvent, alors je suis aussi élu de ma commune, là où les élus peuvent aussi jouer leur rôle d'incitateur pour dire, ben ici, on va faire une zone de commerce, d'artisanat, d'industrie, de ressourcerie, de circuits courts pour du maraîcher qui va permettre de créer un petit restaurant. Et tout ça, c'est l'écologie industrielle et territoriale qui permet de gérer en flux
en circuit court les ressources et donc les flux de cette zone. Ça, c'est au niveau macro. Et au niveau local, c'est l'habitat, si je reviens sur le titre quand même des Assises nationales du logement. Les logements d'aujourd'hui, ils peuvent être repensés pour que ce soit des lieux de vie. Avant, il y avait les gardiens dans les immeubles. On n'a plus de gardiens. C'est dommage. Dans les immeubles, quand on rentre dans un immeuble et qu'on a juste des rangées de boîtes aux lettres, c'est d'un triste. Comment créer ce lien? Comment imaginer un immeuble où il y a, quand on rentre, un espace, un peu de convivialité? Pourquoi pas une machine à café? Pourquoi pas remettre le gardien? Créer des zones de ressourcerie, de réparabilité entre les habitants. Tout le monde a envie de recréer ce lien et en même temps, il y a encore cette peur finalement, cette peur d'avancer, cette difficulté d'avancer, de faire consensus autour de ces projets-là. Finalement, on l'a entendu, il y a encore beaucoup de recours. Les maires, ils ont du mal, non, monsieur le maire? Je vous vois sourire. Sur l'écologie industrielle et territoriale, d'ailleurs, il y a des outils très intéressants qui existent et qui se développent aujourd'hui. Je cite comment faire pour faire avancer les toiles industrielles de l'agence d'urbanisme de Dunkerque, par exemple, qui sont déclinées au niveau territorial. Je trouve ça également très intéressant. Une façon de créer du consensus à l'échelle locale, c'est de mobiliser la bonne donnée sur ce qui va se passer sur le territoire à court terme. Un rapport du GIEC, c'est totalement inopérant pour une stratégie de territoire. Un rapport du GIEC qui donne des grands chiffres à l'horizon 2100 à l'échelle mondiale ne va pas vous aider à savoir comment orienter un PLU ou un SCOT. En revanche, il existe aujourd'hui, notamment au sein des agences de l'État qui sont membres de notre association, on y travaille beaucoup avec elles, de la production permanente de données qui vont permettre de caractériser les enjeux à l'échelle fine du territoire. Les priorités d'adaptation ne sont pas du tout les mêmes d'un territoire à l'autre, voire d'une partie de territoire à l'autre. Étudier comment en détail va évoluer en fonction des scénarios du GIEC, le ruissellement, le retrait-gonflement d'argile, le risque d'inondation, de submersion, de tempête, etc. Toutes les agences de l'État, le BRGM d'un côté, toutes les données sont disponibles. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à fournir aux élus locaux un diagnostic actualisé chaque année, ultra fin sur le territoire. Quand les élus locaux, nous on le fait avec nos petits moyens quand on va faire des ateliers avec les élus et les directions générales, et quand on montre ce qui est susceptible de se passer sur leur propre territoire qu'ils connaissent, on sort du déni tout de suite et on est prêt à faire autrement. On se dit oui, effectivement, là ça me concerne aussi. Il y a des plans qui sont mis en place, mais finalement ils ne sont pas... Et c'est dommage qu'on ne les utilise pas. Je prends un exemple. Ces limites d'habitabilité qu'on évoquait tout à l'heure, de toute façon, elles s'imposent à nos politiques publiques. Elles s'imposent à nos politiques économiques. Elles s'imposent à l'homme. C'est là qu'on a du mal de réaliser que les limites physiques sont supérieures à nos conventions humaines. Ces données sur la raréfaction des ressources en eau, qui nous met tellement en crise cette année, elles sont connues depuis longtemps. C'est des limites d'habitabilité. J'en veux pour preuve les communes qui ont décidé là, de geler toute la délivrance de permis de construire en disant « ben non, je n'ai plus assez d'eau, donc mon territoire n'est plus habitable pour de nouveaux habitants ». Voilà, le physique nous saute à la figure parce qu'on ne sait pas le voir en face. Or, on a ces données et ces données, elles permettent de caractériser quelles vont être les priorités. Puis surtout, il y a un changement de paradigme, par exemple sur une opération d'aménagement et de construction. Si on considère que par exemple, le sujet des grandes chaleurs et de l'effet d'îlot de chaleur va être prioritaire. Il faut qu'on change la façon dont on aménage. Aujourd'hui, quand on aménage, on a une charge foncière, une assiette foncière, une rentabilité, on dessine des plots pour savoir si ça va être rentable. Une fois qu'on a l'équilibre économique, on dit bon, dans les espaces, on va mettre les espaces verts qui vont nous faire notre îlot de fraîcheur, à grand renfort d'arrosage automatique, que la plupart des préfets dès cet été vont interdire par arrêté, ça sera parfaitement compréhensible. Les arbres qu'on a plantés un peu partout depuis le début de ce mandat municipal, il y en a beaucoup qui ne vont pas survivre à ces arrêtés. Si on fait le truc à l'inverse et qu'on considère que le rafraîchissement urbain est une priorité, d'abord on étudie sur la zone le ruissellement naturel de l'eau, où l'eau se concentre naturellement à chaque fois qu'il pleut, quelles sont les poches où il y a des concentrations d'eau en surface, en souterrain. Et ça nous fait notre carte des espaces verts et des arbres. Et dans les trous, on met les bâtiments. Vous voyez le changement de paradigme. Évidemment, il faut parvenir à un équilibre économique. Mais là, on est sûr que nos espaces verts, ils vont survivre. Parce qu'on a modélisé leur fonction écosystémique gratuite rendue au territoire.
le sol, cette matrice qu'on a cachée, enfermée, etc., rend tout un tas de services gratuits à la collectivité et au territoire. Hein. Ça séquestre du carbone, ça filtre l'eau, ça empêche les inondations, ça, etc., etc. Ça protège la biodiversité. Il faut le voir comme un atout, comme un asset si on était dans une logique plutôt commerciale. Et nous, on plaide beaucoup, notamment pour démarrer la planification écologique territoriale sur tous les territoires, pour que l'État fournisse ces diagnostics actualisés à chacun des territoires. Et cette planification, ces stratégies mises en place, ça permettra aussi aux maires de ne plus avoir peur, en fait, de se dire, parce que là, il est plein d'injonctions contradictoires. En ce moment, le maire, on lui dit il faut que tu fasses attention à tes habitants, mais en même temps, on lui dit non, il ne faut pas que tu construises parce que tu n'as pas le droit, parce que tu vas détruire la planète. C'est un peu ça aussi. Comment on fait pour les aider encore plus? Qu'est-ce qui manque? Madame, vous pouvez... C'est un peu la question des freins et des leviers. Juste pour terminer, pardon, sur l'écologie industrielle et territoriale, il y a un outil qui s'appelle Ellipse, qui a été créé avec l'ADEME et ORE, qui permet aux porteurs de projets de suivre leur démarche d'écologie industrielle et territoriale. C'est un formidable outil et il y a un guide de l'ADEME fait aussi avec ORE qui permet de voir c'est quoi. Donc je voulais quand même donner en outil pratique. Et puis ça contribue finalement à leur formation. Cette question de la formation des élus, elle est essentielle et des citoyens de tout aussi. le monde. Alors sur les freins, ils sont juridiques et humains, les leviers sont juridiques et humains. Je m'explique. Frein juridique, injonction contradictoire. On a le zéro artificialisation nette qui se profile, puis en même temps on dit il faut construire, il faut construire. Au bout d'un moment, c'est plus trop. L'humain, c'est en frein humain, tout le monde veut des énergies renouvelables, mais pas à côté de chez lui. C'est le fameux syndrome NIMBY. Mais d'un autre côté, il y a aussi des leviers qui sont juridiques et humains. Levier juridique, on a des lois quand même qui poussent dans la bonne direction, qui donnent une cartographie d'ensemble pour peu qu'on comprenne qu'elles font partie d'un tout. Je pense à la loi économie circulaire, je pense à la loi sur les énergies renouvelables. Je pense, alors c'est un dispositif juridique, je l'ai dit, le pouvoir de dérogation. Je pense aux engagements pour la croissance verte, ne pas oublier, lorsqu'on a une idée intelligente sur un territoire, mais avec plein de verrous à droite à gauche, il faut lancer, il faut demander un engagement pour la croissance verte, ce qui va permettre au gouvernement, pour peu que cet ECV soit retenu, d'essayer de lever les verrous. Et puis on a des leviers humains, parce que, on l'a bien vu précédemment, l'humain est plein de ressources, de créativité, d'innovation. Il faut, avec ces engagements pour la croissance verte, avec Ellipse, avec d'autres initiatives, avec France Ville Durable, permettre de pousser cette créativité pour oser un territoire et des logements différents. Monsieur Maire, j'imagine dans la même ligne. La première chose, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de transformation écologique des territoires s'il n'y a pas tous les acteurs autour de la table. C'est vraiment l'ADN de notre association et donc les habitants en premier lieu, forcément. C'est pour eux que professionnellement, nous faisons tout ça. Il y a pas mal de collectivités membres de notre association qui utilisent les leviers classiques de l'éducation populaire pour faire cette sensibilisation. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place des nouveaux dispositifs, des conventions citoyennes pour le local, pour le climat, etc. Parce que quand on fait ça, on n'attire que les convaincus. On n'attire que les gens qui sont déjà intéressés par ces sujets. Les maisons de quartier, les maisons des femmes, les maisons des jeunes, les conseils de quartier, tout ce qui existe déjà comme dispositif d'interaction entre la collectivité et les habitants, c'est là qu'il faut mettre la transformation écologique, les enjeux sur le territoire. Quand les habitants, on le voit déjà avec les coûts des retraits gonflements d'argile sur le patrimoine des habitants, au fur et à mesure de la survenue des crises, les habitants vont être de plus en plus conscients qu'il faut sortir du déni par rapport à la gravité de la situation. Puis à ce moment-là, ils vont demander des comptes aux élus. Ils vont forcément demander des comptes aux élus. Donc on a vraiment intérêt, dès maintenant, à mettre tout le monde dans la barque. Et j'aurai pas le temps de développer, je pense. Mais il y a un autre sujet qui me semble être un levier fondamental et qui est peut-être sous-exploité aujourd'hui. La transformation écologique, énergétique de nos territoires, c'est la transformation de leur économie. Et c'est la transformation des emplois et des compétences. Exemple type, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project chiffre à 500 000 le nombre d'emplois d'agriculteurs qu'il faudrait créer pour décarboner l'agriculture. 300 000
le nombre d'emplois d'artisans qu'il faudrait créer tout de suite pour pouvoir isoler rapidement nos logements. Et dans toutes les nouvelles filières de biosourcés, etc., etc. Mais est-ce que les schémas régionaux prévisionnels de l'emploi et des compétences des régions qui en ont, je crois, justement la compétence, sont vraiment orientés dans ces directions-là? Non. Quand on regarde, les schémas régionaux, il faut 10 ans pour changer les emplois sur un territoire. Ils sont encore basés sur l'économie et le monde d'avant. On continue de créer des formations professionnelles pour le monde d'avant, alors que les acteurs économiques, eux, sont en train de bouger très vite. Il y a de multiples initiatives d'entreprises, de groupements d'entreprises, je pense aux grands défis pour la planète, à la Convention des entreprises pour le climat, etc. Les acteurs économiques eux-mêmes sont en train de faire bouger leur business model, bouger leurs priorités d'action, mais la formation reste un petit peu en stand-by. Et là, on a un levier extrêmement puissant quand même, vers quoi on oriente la formation professionnelle territoire par territoire. Ça ne sera pas forcément la même partout, en fonction des spécificités territoriales. Et ça, on est déjà un petit peu en retard, il faudrait accélérer là-dessus. On parle énormément de réindustrialisation, on en parlait aussi tout à l'heure, je réindustrialise, mais il faut que je fasse que les gens viennent habiter aussi pour que cette industrie marche. On en avait parlé aussi, le fait que on n'a plus à opposer les territoires parce que finalement un territoire qui est dynamique d'un côté ou qui n'est plus dynamique, ça veut dire que quelqu'un a pris ses habitants, etc. Tout ça, c'est aussi des points importants qu'il faut souligner. Nous, on défend beaucoup dans l'association qu'il n'y aura pas de transition dans la compétition, mais que ça sera dans la coopération. Et donc que ce paradigme, quand même un peu délétère, de mise en compétition des territoires, je vais être plus attractif que mon voisin, je vais attirer plus d'entreprises et plus d'habitants, mais ça veut dire qu'il y a un territoire à côté qui en perd. Est-ce que c'est dans l'intérêt général de l'État d'avoir des territoires qui se vident au profit d'autres territoires avec des mouvements de population, besoin de recréer des logements, des équipements publics qui vont avec, etc. etc. Aujourd'hui, il y a 3 millions de logements vides dans le pays. Il y a des territoires qui ont leurs écoles, anciennes écoles, disponibles. Les équipements publics sont construits. Ils ont déjà leur dette carbone, ils sont vides. C'est peut-être là qu'il faut réindustrialiser, plutôt que de continuer de construire là où c'est déjà dynamique. Par ailleurs, il y a un autre enjeu sur ces questions de dynamisme de la construction aujourd'hui, c'est que si on prend une carte nationale sur quels sont les territoires qui vont être le plus concernés par des évolutions dramatiques et fortes des événements climatiques, et celles où on délivre le plus de permis de construire, elles sont symétriques. On est en train de construire aujourd'hui des bâtiments qui risquent d'être vides avant leur fin de vie, parce que les régions dans lesquelles on les construit vont être directement concernées par une dégradation des conditions de vie. Le littoral, par exemple. Quand on voit l'engouement de construction sur le littoral, ça paraît totalement anachronique aujourd'hui, dès lors qu'on regarde les datas sur ce qui va se passer sur le littoral. Donc tout ce béton qu'on coule, tout ce carbone qu'on émet quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas le cibler à des endroits où on est sûr que les habitants vont rester très longtemps, un siècle, un peu plus? On a la data là-dessus aussi. On sait quels sont les territoires qui vont être de moins en moins habitables en fonction des différents scénarios du GIEC. Donc agir avant qu'il ne soit trop tard. Madame Savin, pour un dernier mot peut-être pour conclure. Alors, au niveau de l'aménagement du territoire, au regard des enjeux biodiversité, c'est aménager sans dénaturer l'environnement et protéger l'environnement sans scléroser. C'est pas évident, on est dans du contradictoire, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Et agir, et ça c'est vraiment un point qui nous tient à cœur chez Auré, c'est bien sûr, vous l'avez dit, hors des sentiers ou des anciens schémas. Il faut arrêter de penser le territoire de demain comme il était hier et avant-hier. C'est encore beaucoup ce qu'on voit malheureusement, parce que c'est plus confortable et parce qu'on n'ose pas. Donc c'est oser et surtout porter une parole non dogmatique, non clivante, sans radicalisation. Je suis effarée de la radicalisation de la société à cause des réseaux sociaux. C'est compliqué d'être un élu, d'être engagé, parce que pour peu qu'il y ait une majorité qui suive, une petite minorité agissante va détruire, casser le moral de celui qui a envie de faire bouger les lignes. Mais il faut vraiment résister à cette radicalisation de la pensée, aux postures. Ça a été très bien dit par le maire précédemment. Il n'y a pas de solution parfaite. Si on attend que le monde parfait existe, on ne fera rien et ce sera trop tard. Donc il faut oser, il faut que chacun, qui que nous soyons, quelle que soit notre fonction, nous osions. Et puis que ceux qui sont d'accord avec celui qui a osé lui disent
Parce que souvent, celui qui ose, il se fait d'abord critiquer, puis ceux qui sont contents, ben, lui disent pas. Ben, il faut l'encourager. Il faut lui dire, allez-y, c'est super, moi je suis avec vous. Et puis le mauvais coucheur qui vous casse du sucre sur le dos, sur les réseaux sociaux, ben, il est pas bien. Cette dictature des réseaux sociaux, je m'énerve, mais c'est vraiment agaçant. Donc il faut oser. Oser différemment, et puis il faut y aller sans posture, sans dogmatisme. On peut se tromper, tout le monde a le droit à l'erreur, mais il faut d'abord, faut essayer. Oui, et puis on voit avec cette collaboration essentielle entre tous. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose Et casser les silos en interdisciplinarité, pardon. Si je ne l'avais pas dit, je me serais... Une vision plus holistique des enjeux et des politiques publiques plus systémiques pour y répondre. Je partage complètement ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Ça mériterait une table ronde à elle toute seule. On n'aura pas le temps. Notamment sur l'impact. J'apporterai une nuance sur le... Alors, évidemment, radicalisation, non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'évolution radicale. Et il n'y aura pas de demi-mesure. Si on fait des demi-mesures, on se met tout le monde à dos sans résultat. Moi, quitte à être dans la difficulté de la mise en œuvre des réorientations, autant qu'elle soit efficace. Sinon, ce n'est pas la peine de se mettre tout le monde à dos. Enfin, ça me semble assez logique. Merci beaucoup. Donc, on l'a entendu, agir ensemble dès maintenant et pour l'avenir, c'est bien le thème de notre journée. Vous pouvez les applaudir. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Ainsi s'achève cette matinée. Merci beaucoup. Vous pourrez bien sûr rencontrer nos différents intervenants dans les couloirs des Assises. Baladez-vous, rencontrez les acteurs. Cette journée est faite pour vous, justement, pour vous connecter, pour vous rencontrer. Et cet après-midi, je vous donne rendez-vous à 14 h dans cette salle pour une très belle conférence aussi sur le foncier ZAN et adaptation au changement climatique avec des opérationnels. Comment on peut trouver des modèles opérationnels et financiers. Et à 14 h 40, avec les promoteurs immobiliers, l'heure des reconversions. Quelle tendance? Et bien sûr, nous aurons également la chef de la représentation de la Commission européenne en France et également Françoise Reynaud, architecte, qui conclura cette journée. Merci à tous.